Bonjour et bienvenue à cette capsule de formation Polyfab sur l'outillage. Voici un court pan de la présentation. On va commencer par une certaine définition des outils. On va couvrir les outils les plus communs, utilisés autant sur la fraiseuse que sur le tour. Ensuite, on va parler de différents matériaux et revêtements d'outils. Qu'est-ce qu'un porte-outil, comment choisir son porte-outil. Puis on va passer sur quelques sujets un peu plus avancés comme la déflexion d'outils et quel genre de lubrication et refroidissement on utilise durant le machinage. Donc, qu'est-ce qu'un outil de coupe? L'outil de coupe, c'est finalement tout ce qui est en contact avec notre pièce puis qui retire de la matière. Donc, on va penser à la partie coupante finalement de l'outil. Tandis que le porte-outil, ça va être quelque chose d'amovible, euh, puis il va faire le lien entre notre outil puis la machine. Dépendamment du modèle utilisé, si c'est une fraiseuse ou un tour ou même entre différents modèles, le porte-outil va prendre différentes géométries. Ce qui est important de savoir, c'est que tous les porte-outils ne sont pas égaux. On va en parler plus tard. Certains outils sont interchangeables entre un tour et une fraiseuse, ce qui est pas tout le temps le cas. Euh, on va en parler dans les prochaines diapositives. Donc, l'outil le plus commun pour une fraiseuse numérique est, bien entendu, une fraise. Donc, le fraisage, c'est l'enlèvement de matière. Je vous ai mis des petits pictogrammes en bas à gauche pour illustrer les opérations qui sont effectuées. On va le voir principalement sous deux formes, une fraise à bout plat ou une fraise à bout sphérique. Le plus commun est la fraise à bout plat, ça permet de faire des surfaces polygonales et orthogonales. Le sphérique va être beaucoup plus utilisé lorsqu'on fait des géométries complexes avec des courbes ou qu'il y a des rayons à avoir. Mais ça rentre dans une catégorie un peu plus spécialisée. Donc la fraise à bout plat, c'est ce que vous allez utiliser la majorité du temps. Bien entendu, c'est comme les forêts, il en existe une infinité en termes de dimensions, différents diamètres, différentes longueurs. Il va y avoir différents angles de coupe, comme je parlais, dépendamment de si vous utilisez du plastique, de l'aluminium, de l'acier. Ce qu'on va voir aussi, c'est le nombre de flûtes ou le nombre de dents qui va varier en fonction du matériau. Généralement, on va prendre un moins grand nombre de dents pour des matériaux gommants comme d'aluminium. Ça va éviter que les copeaux collent à l'intérieur de la fraise. Puis, on va pouvoir augmenter le nombre de dents pour des matériaux plus rigides dans lesquels on va obtenir un meilleur fini de surface. L'intérieur de l'outil va être plus rigide. Un point intéressant à noter est l'existence de fraises à dégrossir qu'on appelle. Donc on va voir celle-là comme étant dentelée, un peu comme un couteau à pain. Ça va permettre de pouvoir retirer plus de matière, mais en laissant un fini de surface moins intéressant. La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce que je peux plonger dans ma matière comme avec un forêt avec ma fraise? Pour le savoir, il faut regarder le bout de la fraise et s'assurer qu'il n'y a pas de zone plate comme dans l'image de droite, dans le fond de zones qui n'enlèveraient pas de matière où les dents s'arrêteraient. Pour les opérations de surfaçage, donc enlever une grande quantité de matière de manière assez universelle sur la pièce, on va utiliser une fraise à surfacer. Ce qu'on a à Polyfab surtout, c'est le fly cutter, donc l'image de gauche. C'est finalement une fraise à une dent qui va pouvoir laisser un joli fini de surface sur la pièce usinée. Ensuite, si on se déplace sur le tour, on va vouloir faire un profilage, donc retirer de la matière à l'extérieur du tour. On va utiliser un outil à profiler. Il en existe une très grande variété de géométrie, allant de plus large à plus mince, dépendamment de ce que vous voulez faire. De manière générale, on va voir ces outils-là sous la forme d'outils au carbure. On va revenir là-dessus. Mais donc avec des pastilles interchangeables, comme qu'on voit sur les deux images de gauche. Ça existe encore sous forme de d'autres outils de plus vieille technologie, mais ils ont majoritairement été remplacés sur le tour par des outils à pastilles.
Ensuite, sur le tour, ce qu'on va voir comme autre opération assez commune, c'est le rainurage ou le tronçonnage. Donc, finalement, plonger pour pouvoir couper dans la pièce. Ça va être fait avec un outil à tronçonner, comme qu'on voit là. Il faut faire attention, ce n'est pas tous les outils qui peuvent, à tronçonner ou à rainurer, qui peuvent être utilisés de manière axiale, donc en se déplaçant de gauche à droite plutôt que de plonger dans la pièce. Il faut s'assurer que l'outil soit fait pour ça. Si on continue avec le perçage. C'est l'opération que vous êtes probablement la plus familier avec. Il n'y a pas grand chose à dire, c'est fait avec un forêt. C'est la manière la plus efficace de retirer de la matière d'une pièce. Donc si vous pouvez dégrossir un trou au forêt avant d'y aller avec une fraise, faites-le. Encore une fois, regardez la géométrie de forêt adaptée aux matériaux que vous allez usiner. Puis, ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'un trou fait avec un forêt ne sera pas rond par définition. Il va avoir des lobes, il va être un petit peu triangulaire. Pour le rendre rond, il va falloir utiliser un alésoir. Aussi, lorsque vous percez et vous avez besoin d'un trou qui soit très bien localisé, c'est recommandé d'utiliser un forêt à centrer avant. Le forêt à centrer va venir finalement faire un petit trou, un pilote, pour que le forêt puisse partir au bon endroit. Le forêt à centrer que vous allez utiliser, c'est celui de gauche. Donc, un forêt à centrer pour percer et non pas confondre avec un forêt à centrer pour un tour, pour ceux qui sont familiers avec ça, pour installer une poupée finalement. Donc, j'ai parlé d'un alésoir brièvement tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'un alésoir? C'est ce que vous voyez à l'image de droite. Ça, c'est l'alésoir le plus commun. Ça permet finalement d'arrondir le trou, puis c'est non seulement une dimension qui est respectée, mais une forme. Ça a des tolérances beaucoup plus serrées qu'un forêt. Donc très intéressant si vous voulez passer un arbre ou installer une portée de roulement. Ce que vous allez pouvoir voir sur un tour qui est plus commun, c'est la barre à alaiser, donc l'image de gauche. Le principe est de retirer de la matière à l'intérieur d'un cylindre ou quelconque autre forme qui va être sur le tour. C'est généralement, encore une fois, un outil de tour, donc ça va fonctionner avec des pastilles au carbure. Donc plus sur ça un peu plus tard. Il est aussi possible d'utiliser la barre à alaiser sur une fraiseuse avec ce qu'on appelle une tête à alaiser. Je vous ai mis une petite image ici pour illustrer c'est quoi le principe. C'est une technique un peu plus avancée, donc je vous le mentionne pour savoir que ça existe. C'est l'équipement qui est disponible à Polyfab. Au niveau des tarots, donc pour machiner des filets finalement, principalement deux options qui s'offrent à vous. L'outil le plus commun est le tarot, comme un peu un tarot à la main, donc l'image de droite. C'est un outil qui va avoir une seule fonction. Il va être capable de faire seulement un seul type de filet, mais c'est assez facile d'utilisation. Il y a aussi moyen d'utiliser un outil à tarauder spécial. Donc, il va venir usiner les filets, comme l'outil qu'on voit à gauche. L'outil qu'on voit à gauche est un outil qui est fait pour usiner des filets sur un tour à l'intérieur. C'est des outils un petit peu plus exotiques, si je peux me permettre. C'est légèrement plus difficile d'utilisation, mais l'avantage, c'est que ça va vous permettre de faire n'importe quel diamètre ou angle de filet. Finalement, ça va vous permettre de faire plusieurs types de filets, à condition que ce soit la bonne géométrie. Donc, je vous ai parlé, au travers de ces précédentes diapos, de plusieurs types d'outils. Maintenant, tous ces outils-là sont disponibles sous différents matériaux. Donc, on va pouvoir voir le plus commun, donc le plus ancien, c'est l'acier rapide, le High Speed Steel ou HSS. C'est le matériau le moins dispendieux pour faire un outil. Par contre, c'est aussi dans les matériaux qui vont vous durer le moins longtemps, puisqu'il est plus mou. Ensuite, si on continue dans l'évolution des matériaux, l'autre que vous êtes très possible de voir, vous êtes très susceptible de voir, c'est les outils au carbure, donc généralement sous forme de pastilles dorées, des inserts finalement, des inserts. Ceux-ci vont être vissés ou fixés à un porte-outil d'une certaine manière. Le carbure, c'est un matériau d'outil beaucoup plus rigide, mais qui va être aussi fragile. Donc, il va être susceptible aux impacts. Comme par exemple, lorsque un outil usine et qui rentre et il sort de la pièce souvent, ça donne un petit coup à chaque fois qu'il va se remettre à usiner. Donc, ça peut diminuer sa vie. Par la suite, il y a une panoplie d'autres matériaux qui existent, céramique ou au diamant. Par contre, vous êtes très peu susceptible de les utiliser à Polyfab. Donc,
ils ne seront pas mentionnés plus que ça. Par la suite, ce que vous êtes susceptible de voir aussi, ce sont des revêtements d'outils. Donc, si on prend par exemple le carbure, la couleur dorée qui vient par-dessus, ce n'est pas la couleur du carbure, c'est un revêtement. Ces revêtements-là servent généralement à augmenter la dureté en surface, donc pour que l'outil reste aiguisé plus longtemps, puis va permettre aussi de modifier la lubricité de l'outil, donc il va glisser plus facilement lors de la coupe. Ça va réduire les efforts de coupe lors de l'utilisation de l'outil. Il faut faire attention avec les revêtements parce qu'il y a une certaine compatibilité entre les revêtements et matériaux. Il faut s'assurer de choisir le bon revêtement avec le bon matériau. Ensuite, c'est pas tout d'avoir un outil, mais il faut le fixer dans quelque chose, il faut le tenir à l'aide d'un porte-outil. On a fondamentalement 3 types de porte-outils disponibles à Polyfab. Le premier, c'est un outil à vis, donc celui complètement en haut. C'est simplement une vis de serrage qui va venir écraser l'outil puis le tenir en place. De manière générale, ces porte-outils-là sont quand même assez rigides, donc vont vous permettre de pouvoir faire du dégrossissage facilement. Par contre, il y a seulement un nombre de grandeurs fini, ça vous prend un porte-outil par grandeur. L'autre type de porte-outil que vous pouvez utiliser est celui à collet. Donc, si on prend les deux images du centre, donc un collet avec une dimension qui doit correspondre à celle de votre outil, qui est inséré dans le porte-outil. C'est une configuration qui est plus flexible. Par contre, de manière générale, ces types de porte-outils-là vont être un peu plus flexibles. Donc, c'est de faire attention à usiner de manière plus conservative un peu si vous utilisez ce genre de porte-outils. Finalement, pour tenir des alésoirs ou des forêts, ce qui est recommandé, c'est d'utiliser un mandrin porte-forêt. La raison principale étant que ça prend une plus grande force de serrage. Donc, y aller avec un mandrin à 3 dents plutôt qu'un porte-outil à collet va vous permettre d'éviter de glisser lors de l'usinage. J'en ai touché un mot tout à l'heure, on en reparle maintenant. Tout outil, lors de l'usinage, va défléchir. On peut le considérer comme une poutre en flexion finalement, puisque les efforts de coupe se situent majoritairement au bout de l'outil. On prend ici l'exemple d'une fraise en bout qui plie un peu comme un balai. La réalité, c'est une exagération de la réalité, mais c'est ce type de phénomène-là qu'on va observer quand même. Ce que ça va causer, la déflexion de l'outil, c'est généralement un mauvais fini de surface, une pièce hors tolérance lorsque vous allez chercher des tolérances assez précises. Puis, on va observer aussi une vibration dans l'outil. Donc, ça va se mettre à faire un bruit strident ou quelque chose comme ça. C'est toutes des choses qui vont finir par affecter la vie de l'outil, puis éventuellement causer sa rupture prématurée. L'idée ici, c'est de comprendre qu'est-ce qui affecte la déflexion de l'outil, puis d'en réduire les effets. De manière générale, on va essayer tout le temps d'utiliser l'outil le plus court possible afin de réduire la distance sur laquelle celui-ci peut défléchir. Par contre, c'est pas toujours possible. Par exemple, lorsqu'on usine un moule puis qu'on a une poche très profonde à aller usiner, on n'aura pas le choix d'utiliser un outil très long. À ce moment-là, il faut prendre un porte-outil plus rigide et bien souvent modifier les paramètres de la coupe, donc la vitesse d'avance, vitesse de rotation, afin de diminuer les vibrations puis la déflexion de l'outil. Cette dernière technique-là, vous allez en parler un peu plus dans le module 3. La dernière chose à comprendre sur la déflexion de l'outil, c'est que tout dépendamment du type d'usinage qui va être fait, donc on va définir l'usinage en opposition versus l'usinage en avalant. Ce que ça définit ces termes-là, en fait, c'est la direction de rotation de l'outil versus en fonction de la direction d'avance d'outil. Donc le diagramme au bas de l'image illustre un peu ces deux principes-là. Le type d'usinage va affecter la direction des forces sur l'outil. De manière générale, on va privilégier l'usinage en avalant, parce que, encore une fois, de manière générale, ça réduit la magnitude des forces appliquées sur l'outil. Dans certains cas, lorsqu'il va y avoir trop de vibrations, on va peut-être vouloir changer à un usinage en opposition. C'est une autre technique de mitigation des vibrations qui peut être utilisée. Finalement, pour terminer cette présentation, on va parler de lubrification, refroidissement et évacuation de copeaux.
Ces trois fonctions-là sont prises en charge par le même système finalement. À Polyfab, ce que vous allez retrouver, c'est euh, un jet de liquide de refroidissement. C'est possible aussi que sur d'autres types de machines, il y ait un jet d'air ou un jet d'air avec un brumisateur d'huile qui soit utilisé. L'idée est tout le temps la même, c'est de garder l'outil lubrifié pour réduire la friction. Refroidir l'outil le plus possible pour éviter la surchauffe et la trempe de la pièce ou un recuit dans le matériel de l'outil. Puis finalement, d'évacuer les copeaux. Ce dernier-là est particulièrement important parce que les copeaux, s'ils s'accumulent dans l'outil ou dans la géométrie à usiner, ça va détériorer le fini de surface, puis ça peut causer des problèmes, spécialement avec des matériaux comme de l'aluminium qui est un peu gommant, ou ça va augmenter les efforts de coupe, puis ça peut amener à une usure prématurée de l'outil, des pièces hors tolérance. Donc, c'est très important d'évacuer les copeaux, de ne pas laisser l'outil recouper les copeaux plusieurs fois. C'est ce qui conclut cette présentation sur l'outillage. Je vous invite à faire de plus amples recherches. Le monde de l'outillage est vaste, c'est très complexe. Puis chaque outil, chaque projet a son outil spécialisé qui peut vous aider à réaliser votre projet avec plus d'aisance.